Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Et on poursuit avec David Engels. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, mais c'est toujours un plaisir. Bah pour nous aussi. Alors, l'accusation de Jean-Yves Gana et sa détention provisoire pour incitation à la haine ont fait couler beaucoup d'encre, David Engels. Comment interprétez-vous ces événements dans la perspective plus large de l'avancée inexorable de la droite partout en Europe ? Eh bien, ce procès absolument odieux, où une simple description de la réalité sur TikTok devient justiciable, alors que d'innombrables vrais malfrats, associations et ONG douteuses bénéficient d'une protection juridique partisane, presque criminelle, pourrait simplement être considéré comme un triste fait divers de plus. Mais vu dans le contexte plus large du durcissement du pouvoir de la gauche, non seulement sur la France, mais sur l'ensemble du continent, nous devons commencer d'urgence à nous poser des questions sur l'avenir. En effet, pendant assez longtemps, la France, du moins en comparaison avec l'Allemagne ou le Royaume-Uni, semblait relativement tolérante en ce qui concerne la répression de la droite politique. Cela n'avait bien sûr pas toujours été le cas, si nous nous rappelons les origines par exemple du Front National, mais vu la dimension inouïe de l'immigration de masse, l'ampleur de l'islamisation, la misère économique, et l'incompétence visible des divers gouvernements qui se sont succédés ces dernières années, voire décennies, la plupart des postulats de la droite ont été si visiblement confirmés par la réalité qu'il était devenu quasiment impossible d'en nier l'évidence. Si nous ajoutons à cela le fait que, contrairement à beaucoup de voisins, de pays voisins, le Front puis le Rassemblement national a su se positionner comme le premier parti de France et que le vivier de droite a généré une pléthore de médias, d'associations et d'autres initiatives recouvrant l'entier spectre du conservatisme, on comprend pourquoi le débat politique en France a été très longtemps nettement plus vif et intense que dans d'autres pays européens où le cordon sanitaire a marginalisé, voire fait taire toute opposition de droite. Néanmoins, sous Emmanuel Macron, nous assistons à un sérieux revirement de la situation. Plus que jamais, les activistes et institutions de la droite sont dans le collimateur d'une justice clairement politisée. L'on ne compte plus les tentatives d'interdire des académies, d'annuler des conférences, de discréditer les militants en les mettant même sur les listes des terroristes, d'instrumentaliser des ONG pour agresser physiquement les biens, voire la personne des activistes, de tolérer la fermeture de comptes bancaires, d'associations de droite, et bien évidemment de forcer une politique de censure sur les réseaux sociaux afin de réduire autant que possible la présence et la visibilité de la droite sur la toile. Alors, comment expliquer ce durcissement à un moment où la droite semble plus proche de l'exercice concret du pouvoir que jamais et tout le système d'extrême centre voué à l'échec à peu près immédiat? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme leçon? Bien, la réponse à la première question est multiforme. D'abord, c'est précisément la faiblesse du système actuel qui le rend si nerveux et l'oblige à agir pour assurer par tous les moyens nécessaires sa survie politique. En effet, on sous-estimerait gravement l'ambition et la volonté de pouvoir des élites régnantes si l'on supposait qu'elles lâcheront leur position seulement à cause d'une élection parlementaire ou présidentielle passagère. C'est tout un système complexe et bien établi depuis des générations qui voit tout doucement son monopole en danger et qui fera tout pour le conserver, à la fois en réprimant la droite autant que possible et en l'obligeant à se normaliser pour être digérée par le système et devenir à peu près inoffensive. Mais il y a plus. En effet, la situation internationale commence à rendre les divers milieux de gauche, libéral ou extrémistes, assez nerveux, car l'élection de Donald Trump et surtout ses tentatives musclées de pérenniser son pouvoir, de rendre à la gauche la monnaie de sa pièce et surtout d'agir sur l'Europe afin d'y installer des gouvernements de droite sympathiques à la cause de America First, a créé une situation inouïe. Pendant des décennies, la gauche a été soutenue ou du moins tolérée par les États-Unis, alors qu'elle s'était habituée à faire pression un peu partout dans le monde pour y réprimer la droite. Maintenant, la situation s'est renversée et le grand cousin d'outre-Atlantique risque d'assécher toutes les sources de financement de la gauche européenne et de dévier les ressources considérables des États-Unis vers les caisses de la droite, ou disons plutôt d'une certaine droite, c'est-à-dire celle prête à aligner ses positions géopolitiques, économiques et culturelles sur les intérêts de la Maison-Blanche, ou plutôt de Mar-a-Lago. Les dangers découlant de ce renversement sont donc bien réels
et explique à souhait la nervosité de la gauche qui, subitement, ne se sent plus maîtresse dans ce qu'elle considère comme sa propre maison. Mais il y a pire encore, je crois. Depuis quelques années, il me semble que, du moins en Europe occidentale, nous avons dépassé le point de non-retour en ce qui concerne notre redressement civilisationnel. En effet, la désindustrialisation volontaire est tellement avancée, non seulement en France, mais aussi en Allemagne, qu'une réindustrialisation prendrait de nombreuses années et nécessiterait des investissements qu'il sera extrêmement difficile de mobiliser. De même, le retard technologique et éducatif aura des conséquences immenses. Toute une génération a été gâchée par un système pédagogique politisé et nivelé et n'a reçu aucune préparation sérieuse pour affronter les défis du futur. De plus, la crise démographique, bien qu'elle se profile déjà dans beaucoup d'autres parties du monde, frappera d'abord et le plus durement en Europe. Et à ce jour, la question de savoir comment gérer et financer retraites et systèmes de santé sur la base d'une classe moyenne en pleine disparition est totalement irrésolue. Et l'immigration de masse? Exactement, c'est probablement le plus important. Mmh. L'immigration de masse et le remplacement des populations ont atteint de telles proportions que les chances d'une assimilation culturelle sont perdues depuis très longtemps. Bien au contraire, ce qui semble à l'ordre du jour, c'est plutôt l'assimilation des Européens de souche dans des milieux citadins majoritairement dominés par l'islam et l'Afrique subsaharienne. Il va de soi que tous ces différents facteurs s'aggravent mutuellement et préparent un déclin inouï de notre civilisation européenne, un déclin face auquel les moyens démocratiques, nationaux et même européens sont à peu près inefficaces à cause de leur complexité et de leur court-termisme. Il en découle que les milieux au pouvoir, qui connaissent ces situations et ces perspectives mieux que quiconque, chiffres précis à l'appui, ont depuis quelque temps rejeté l'idée de remédier activement à la crise pour plutôt en tirer profit. Ce qui explique aussi pourquoi ils durcissent le temps face à la droite à un moment où nier l'évidence semble pourtant absurde. Clairement, les élites tentent de gagner du temps par tous les moyens, même, voire surtout, si cela implique d'hypothéquer les générations futures et de risquer que la crise, quand elle éclatera, finalement balayera tout sur son passage. Et il y a deux raisons à cela. D'abord, les milieux qui financent le pouvoir sont les premiers bénéficiaires de la crise et ont donc tout intérêt à l'approfondir. Plus la classe moyenne s'appauvrit par la misère économique et l'impossibilité de suivre les nombreuses règles administratives et climatiques absurdes qu'on lui impose, plus elle sera forcée de vendre à bas prix ses biens aux grands investisseurs. Nous assistons donc à un transfert impressionnant des richesses du bas vers le haut, un transfert qui entre justement dans sa phase la plus intéressante pour le grand capital international. Puis, si tôt ou tard, la stabilité de l'Europe occidentale s'écroule et ouvre la voie à un chaos généralisé, la fuite des élites politiques sera d'autant plus facile vu que tout le système étatique risque de s'évaporer pendant des années. D'autant plus que, dans un tel cas de figure, la droite sera admise à gouverner justement au moment où tout retournement de la situation sera impossible et qu'il sera dès lors très facile d'attribuer tous les maux imaginables au gouvernement d'une telle droite qui fera office de bouc émissaire pour des décisions prises il y a de nombreuses décennies déjà. Bien évidemment, la spéculation ne s'arrête pas là. Une fois la droite discréditée et toute alternative politique détruite de l'intérieur, il faut s'attendre à ce que les foules, éreintées par des années de semi-guerre civile ou de misère, s'alignent tôt ou tard sur l'un des grands oligarques qui promettra, sur la base, sur la base des richesses qu'il aura accumulées, de rétablir l'ordre par des moyens plus ou moins autoritaires, transformant ainsi un système démocratique inefficace et discrédité en une sorte de techno-dictature sur le modèle singapourien, probablement accepté plus que volontiers par des foules lasses du désordre. Et alors que faire? Est-ce qu'il faut accepter, cela comme une fatalité, tenter de profiter des dernières années de calme afin, d'émigrer, par exemple en Argentine ou au Vietnam, David Engels? Oui, bah, loin de moi de l'idée de jeter la première pierre à ceux qui tenteront de se créer une existence alternative, loin de la dystopie actuelle, mais à ceux dont le patriotisme serait plus fort que leur égoïsme personnel ou leur désespoir, je dirais que l'évolution générale vers le désordre, puis vers un système autoritaire, semble bien évitable, mais que c'est toujours à nous de faire en sorte d'éviter le pire. Certes, si nous revenons à mon point de comparaison préféré, la fin de la République romaine, les vrais conservateurs étaient horripilés par la prise de pouvoir d'Auguste et de son simulacre de république restituée, mais tous savaient que l'ancienne République était bel et bien morte
et que le compromis conservateur proposé par Octavien valait toujours mieux que l'utopie irréaliste de Brutus ou la tyrannie hellénistique de Marc-Antoine. Dès lors, nous devrons probablement faire des choix difficiles, semblables dans le futur, et il importe de les entrevoir déjà maintenant en pleine conscience, au lieu d'en être tout simplement dépassé. Mm. Merci. Merci David Engels pour cette chronique. Je pense qu'on pourrait s'étaler sur le sujet longuement, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français et d'Européens plus largement qui refusent justement cette perspective de devoir assister à la fin de leur civilisation. C'est quelque chose qui peut être très douloureux, et je pense que c'est pas évident de se positionner sur le sujet. Absolument, absolument. C'est un des débats extrêmement difficiles et moi Mm. je connais beaucoup de gens qui disent, voilà, nous on part en Argentine, nous on part en Vietnam, ce sont des exemples concrets, hein, et on peut pas le reprocher aux gens et Ce qui est puis d'autres intéressant, qui c'est qu'il y a veulent, aussi des Européens, ouais. enfin des Français en l'occurrence, qui se disent que on pourrait partir, mais à un autre endroit en Europe, justement des endroits qui seraient des sortes de citadelles de notre civilisation, et donc ils pensent à des pays un peu plus conservateurs, en tout cas vus d'ici, comme la Hongrie, enfin tous les pays d'Europe de l'Est. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est-à-dire, j'y avais pensé aussi moi-même, vu que j'ai passé 7 ans de ma vie à vivre en Pologne, Mm. et je vais assez souvent en Hongrie. Mais mon expérience personnelle, c'est que tout ce qu'on voit de plus détestable en France ou en Belgique ou en Allemagne, donc cette TikTokisation, la civilisation, l'américanisation, l'influence de Netflix et toutes ces différentes crasses qui nous pervertissent nos esprits sont très présentes là-bas aussi. La seule chose que vous n'avez pas, c'est évidemment l'immigration de masse, l'islamisation. Probablement qu'il faudra de très nombreuses années pour que ça en arrive au statut d'ici. Mais pour ce qui concerne la société en général, moi j'ai en tout cas assisté en 7 ans vraiment à une très grande accélération de l'américanisation dans tout ce qui est Ouais. la négative dans ces pays-là, et je crois que ça va aussi s'accélérer. Donc ce n'est pas une terre promise. Le conservatisme là-bas risque, je crois, assez rapidement de suivre et d'imiter l'effet enfin, de ce qu'on voit maintenant déjà en Occident. Donc je ne crois pas que c'est au long terme une solution véritablement vivable. Oui, c'est terrible parce qu'aujourd'hui, on doit se battre. Je suis désolée, je vous garde un peu plus longtemps, David Engels, parce que Oh, pour au tout vous contraire. dire, on attend notre prochaine invité, mais je suis ravie de pouvoir poursuivre cette discussion. C'est terrible parce que les Européens aujourd'hui doivent se battre sur deux fronts, mais peut-être même trois. On a évidemment cet afflux migratoire. On a d'un autre côté cette américanisation qui tend à même détricoter justement toute cette base culturelle qui était la nôtre et dont on aurait, enfin sur laquelle on aurait pu s'appuyer justement pour faire face à l'immigration. Et ensuite, bien évidemment, toutes ces questions économiques qui viennent nous bouleverser et qui nous imposent aussi d'accepter parfois certaines soumissions. Et là, en l'occurrence, je pense plutôt à l'influence des États-Unis. Oui, 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 absolument. Ben, je crois que pour le futur, il y a essentiellement deux voies. Soit il y a la voie la plus dystopique, c'est-à-dire d'une transition lente, presque invisible, dans un système comment dire, de contrôle social basé de plus en plus sur l'intelligence artificielle et sur le fait qu'on est de plus en plus dépossédé en tant que classe moyenne de ce que nous possédons. Donc un genre de lente transition quelque part vers une dépendance à peu près absolue. L'autre possibilité, c'est que tout ce système surchauffe finalement avant et que cela ouvre la voie peut-être à des années de désordre nettement plus désagréables, mais qui permettent éventuellement peut-être de changer encore un petit peu le futur. Donc je crois que d'un certain point de vue, on a le choix entre deux mots, deux visions assez désagréables, mais la deuxième, même si elle risque, je crois, d'être je dirais pas plus brutale, mais en tout cas plus désagréable dans l'immédiat, pourrait permettre d'en ressortir. Alors que la deuxième, c'est un peu le paradigme de la grenouille dans l'eau qui commence à chauffer sans que celui qui est dedans ne s'en rende compte. Ouais. Dans tous les cas, enfin, je pense qu'encore une fois, la question ce qui se pose, c'est est-ce qu'on doit fuir, ou est-ce que justement on doit s'accrocher à ce qui nous reste encore, et puis surtout comment préparer la suite? Parce que même si
même si on reconnaît votre analyse, David Engels, c'est qu'on est en train d'assister à la fin, à la chute d'une civilisation, une autre peut émerger derrière et la question c'est, voilà, avec quelle énergie, qui sera à l'initiative, que pourrions-nous en faire? Et peut-être qu'à ce niveau-là, il y aurait, l'espoir d'une forme de renouveau. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, c'est quand même relativement rare de voir sur exactement le même terrain une civilisation émerger après la chute d'une autre. Et même quand c'est le cas, comme par exemple en Mésopotamie, quand la civilisation sumérienne s'écrasait de plus en plus et que plutôt dans le nord, il y avait les Assyro-Babyloniens qui émergeaient. Entre les deux, il y a souvent des siècles. Donc ce ne sont pas nécessairement des perspectives qui nous permettront à nous qui sommes Mmh. ici véritablement de bénéficier de ça. Mais je crois que la seule solution véritablement patriotique, en tout cas, c'est de rester ici, de maintenir, de tenir bon Ouais. et d'essayer de créer, comme vous l'aviez dit tantôt aussi, des petits endroits qui peuvent résister. Et je crois que c'est justement ça la raison pour laquelle des mouvements qui prônent justement ce genre de solutions se trouvent les plus persécutés par l'État, parce que c'est ça évidemment aussi la perspective qui, je crois, est la plus logique. Essayer de créer une diversité de différentes bulles patriotiques, conservatrices, indépendantes, mais en interaction les unes avec les autres pour être résilientes en tant que société parallèle, si vous voulez, pour résister aux potentiels chocs qui s'approchent. Mmh. Merci beaucoup David Engels, d'abord pour votre chronique et puis ensuite pour ce rapide entretien, Oui, oui, avec plaisir. improvisé. Mais je pense que Avec ça grand ça nous plaisir. rappelle qu'on pourrait consacrer, je pense, 1 heure à ce sujet en le préparant, un peu mieux, pour ma part, ça serait bien. Mais voilà, Mais merci oui, beaucoup, lors d'un d'avoir été prochain avec passage à Paris. c'est ça, exactement. Faites-nous signe et dans tous Tout les à cas, on vous fait. retrouve la semaine prochaine pour votre, chronique. Merci beaucoup David Engels. Exactement. Très bonne journée.